Dans le printemps arabe, c'est à partir de la Libye que les choses sérieuses commencent. Muammar Kadhafi est dans le collimateur des Américains depuis toujours. Toujours signifiant l'espèce son coup du 31 août 1969, qui fut son jour de chance. La CIA avait préparé un coup d'État aux petits oignons pour renverser le roi Idriss, programmé quelques jours plus tard à peine pour organiser la rapine du pays. Kadhafi fait ainsi à son corps défendant de l'usurpation de coup d'État. Ces hommes ne rencontrent aucune opposition. Les armes à la main, on leur ouvre les portes, car on les prend pour ceux de la CIA. Cela commençait très mal et n'ira pas en s'arrangeant puisque le populiste s'en prend immédiatement au pétrole, dont il réclame l'augmentation des retombées pour son pays et pour son peuple. Il parvient en moins d'un an à révolutionner l'OPEP, laquelle s'embourbait depuis sa création en 1962 dans le jeu des sept sœurs, les filiales de l'historique Standard Oil de John Rockefeller. Les compagnies occidentales s'entendant en secret pour négocier leurs affaires avec les pays producteurs en leur imposant leurs conditions. Avec Kadhafi, tout change à partir de 1970. Le bras de fer qu'il remporte contre Sokal et Texaco est un précédent qui réveille les autres membres. Les premiers, l'Irak, l'Algérie, l'Iran et le Koweït, suivent le chemin libyen en un élan entériné par leur résolution 120 du 9 décembre 1970 à Caracas. On ne s'en étonnera pas, seule l'Arabie reste en retrait de cette fronde tiers-mondiste rendue victorieuse par un second facteur purement conjoncturel. La pression des pays producteurs a lieu au moment historique où la demande mondiale de brut dépasse l'offre, détenue de surcroît majoritairement par les fondeurs. L'OPEP a renversé la table. C'est elle désormais qui dictera ses conditions au major occidental. Juste après la déroute de l'armée irakienne en 2003, Mark Allen du MI6 et Stephen Capes de la CIA expriment au chef du service de renseignement libyen, Moussa Koussa, que son pays pourrait bien être le prochain sur la liste s'il persiste à vouloir entrer dans le club des pays détenteurs de la bombe. On sait bien que la Libye est sur le programme du Worldwide Attack Matrix et qu'elle est donc l'un des prochains États à être renversé, qu'elle renonce ou pas au projet nucléaire. Car le prétendant au poste honorifique de grand rassembleur des peuples arabes après Nasser soutient tous les mouvements indépendantistes ou terroristes de par le monde depuis trop longtemps pour ne pas s'attirer l'ire du gendarme putatif du monde. Kadhafi fait savoir qu'il renonce donc à la bombe, espérant passer entre les gouttes du WAM, le Worldwide Attack Matrix. Mais ce n'est qu'un renoncement de posture. Son pays n'a pas les capacités, en termes de ressources humaines, de cette ambition, laquelle n'était donc qu'une monnaie d'échange diplomatique. Ce qu'il espérait était surtout son retour dans l'arène des nations, après avoir renoncé au terrorisme, ce qu'il obtient contre l'arrêt de son programme nucléaire fantoche. Homme aux multiples ambitions, il reporte à d'autres projets sa soif inextinguible de tenir tête aux Occidentaux, de défendre sa politique indépendantiste et sans doute un peu aussi son besoin de reconnaissance personnelle auprès des peuples voisins. Un autre de ses projets allait rendre une révolution en Libye encore plus urgente pour les intérêts français et américains et, au-delà du changement politique, rendre impératif son propre assassinat. Il s'agit du projet de monnaie commune africaine que le fantasque Raïs ambitionne avec fierté d'offrir à l'affranchissement du continent.
Une monnaie africaine, c'est la possibilité de se passer du dollar et du franc CFA, ou même de l'euro, qui pourrait se positionner en embuscade. C'est la porte ouverte à des transactions financières d'un autre type, des achats que les Américains ne paieraient plus que par la seule peine d'émettre du dollar pour l'Afrique, donc sans changer la masse monétaire du flux financier intérieur. C'est-à-dire perdre le privilège d'acheter les matières premières africaines en billets de Monopoly. Pour la France, c'est la rente de la gestion du CFA qui s'éteindrait du jour au lendemain. Plutôt que négocier avec ses interlocuteurs français naturels pour sa réalisation, le Trésor et les affaires étrangères, Kadhafi, qui s'entend très mal avec le président Chirac, fait un choix tout à fait surprenant de la part d'un vieux briscard de la politique internationale. Il compte sur le ministre de l'Intérieur français de l'époque, Nicolas Sarkozy, pour mener à bien la négociation. L'intérêt du ministre de l'Intérieur français, qui, comme on s'en souvient, pense à l'Élysée le matin en se rasant, serait d'accepter la corruption suivante. Je te finance ta campagne électorale et en échange tu me permets de sortir l'Afrique du franc CFA. Sarkozy, comme c'est notoire maintenant, prendra les valises de billets et mordra à mort la main qui la nourrit. Car c'est là que le raïs libyen commet une erreur majeure. Il voit en ce candidat français un homme d'ambition plus que de conviction, un homme facile à corrompre. Voilà qui se défend, mais c'est négliger que Sarkozy est un atlantiste convaincu. Pendant la campagne même, il annonce la couleur en confiant au président Bush qu'il a trouvé arrogante la position française de douter des fausses preuves d'armes de destruction massive. Élu, il réintègre la France au commandement intégré de l'OTAN et se positionne en toute occasion vassal fidèle du nouvel homme fort de Washington. Sarkozy prend l'argent libyen, mais trahira Kadhafi, et ce pour plusieurs raisons. Prendre du galon auprès d'oncle Sam. Le risque était réel pour Washington de voir plonger son économie. Un tel projet, s'il aboutissait un jour, serait une chance pour le développement économique de l'Afrique. Aussi, le directeur du FMI du moment, Dominique Strauss-Kahn, le prend très au sérieux. Il s'y engage personnellement. Les transactions commencent entre le FMI et les Libyens. Plus difficile à abattre en passant pour le gentil, c'est une affaire de mœurs qui fait tomber Strauss-Kahn. Comme c'est désormais l'habitude pour abattre politiquement un gêneur au grand jour, lorsque les véritables motifs passeraient mal. Sauver le franc CFA et réintroduire Total dans le marché du brut de l'après-révolution sont aussi des motifs d'importance pour le président français. Ne jamais négliger aussi l'aspect humain, la relation d'homme à homme, qui peut s'avérer tout bêtement la plus prégnante. Kadhafi aurait tenté de séduire Cécilia Sarkozy lors de sa visite en Libye à l'été 2007, lors de l'affaire des infirmières bulgares. Le droit de cuissage sur Madame, vu comme retour sur investissement, n'aurait pas été très apprécié par le président fraîchement élu. D'ailleurs, les besoins sexuels du leader de la gauche arabe lui causèrent les mêmes inimitiés lorsqu'il entreprit, dit-on, l'épouse de l'émir du Qatar. Le ministre Frédéric Mitterrand se vanta lui aussi d'avoir décliné la proposition de devenir, je cite, sa princesse du désert. Fin de citation. Strauss-Kahn, écarté du FMI avec la délicatesse que l'on sait, reste à dégommer le ver galant du désert libyen, ce qui n'est pas chose aisée, puisque l'on sait que le MI6 et les frères musulmans ont déjà échoué à l'exercice 20 ans plus tôt. Des troubles commencent dans le Djebel Nefoussa à l'ouest et le Djebel Akdar à l'est. Le 15 février exactement, soit 4 jours après la chute du pouvoir égyptien. À noter au passage que, contrairement à la Tunisie et l'Égypte, il n'y a en Libye à cette époque aucun fondement économique ou sociologique à un soulèvement populaire. Les Libyens ne vivent pas dans l'opulence, mais
ils vivent correctement d'un système lentement mis en place depuis la prise du pouvoir soutenue par Nasser en 1969. Une politique de redistribution permet aux trois provinces des retombées de la manne pétrolière. La rébellion vient du CICL, le groupe islamique combattant libyen, qui n'est autre que le Jama Islamaya régional, qui émerge brutalement de nulle part en costume civil, arborant par dizaines le futur drapeau national qui n'est autre que celui de la Libye d'avant 1969. Et bien entendu, ils sont armés jusqu'aux dents. Un armement moderne et nombreux qui provient initialement de l'Égypte voisine et qui permet rapidement la prise d'autres armes de l'armée régulière libyenne. Selon des acteurs haut placés, il est possible que le retour du gâteau libyen dans la besace égyptienne ait été un petit cadeau de Washington au nouveau pouvoir du Caire dans la négociation pré-révolutionnaire. Français, Qataris et Émiratis ne sont pas en reste, finançant et recadrant la brigade du 17 février, laquelle, dirigée par l'ancien membre d'Al-Qaïda Abdel Hakim Bellaj, s'illustre dans la prise du site militaire de Khamis, qui ouvrira la voie vers la capitale. Une vaste campagne de propagande est véhiculée dans un deuxième temps par la presse occidentale, faisant croire au pilonnage des populations civiles par l'aviation libyenne. Car l'armée libyenne riposte, mais pas au point des cris. La communauté internationale s'émeut sur du vent. Le Conseil de sécurité se réunit à l'ONU dans sa grande parade habituelle des hypocrites. Car c'était bien sûr faux de A à Z, mais comme le reconnaîtra plus tard l'inénarrable Bernard-Henri Lévy, un des principaux pourfendeurs de cette campagne de propagande politique, je cite, « C'était faux, mais cela aurait pu être vrai. » Fin de citation. Nous ne sommes pas très loin du fameux concept de guerre préventive cher à George W. Bush. À l'ONU, la Russie elle-même lâche la Libye. Medvedev, successeur de Poutine à ce moment, n'a pas la pugnacité de son prédécesseur, et cette erreur diplomatique, lorsque ce dernier reviendra au pouvoir, le rendra sur les dossiers suivants d'autant plus intransigeant lorsque le droit international sera menacé par les Occidentaux. Les forces d'opposition prennent très rapidement le contrôle de la région de Benghazi avec des moyens militaires renouvelés, des armes françaises pour la plupart, achetées par le Qatar et distribuées à différents groupes islamistes. Le 30 mars 2011, Barack Obama signe par décret l'infiltration d'agents clandestins de la CIA sur zone. Entre avril et octobre, une vingtaine d'avions cargo livrent toute l'infrastructure militaire destinée aux rebelles. Ces armes sont livrées directement aux hommes d'Abdel Hakim Bellaj dans le Djebel Nefoussa, ce qu'une fuite au Figaro a permis de confirmer officiellement. Des imageries satellitaires provenant du dispositif français Helios ont été livrées aux rebelles pour les informer des positions de l'armée régulière. Mais ce n'est pas tout. Malgré les dénégations françaises, il est hors de doute que des troupes du COS, le commandement des opérations spéciales, ont combattu directement sur le terrain les forces militaires libyennes. Les commandos français ont formé sur place, les unités du Qatar notamment. Le Conseil national de transition est constitué le 5 mars à Benghazi, une prémisse de gouvernement, alors que le raïs est toujours debout un peu plus loin. Ce conseil, où l'on trouve à la fois des monarchistes, des nationalistes et des démocrates autoproclamés, est encadré par la France et est soutenu par les frères musulmans d'Égypte. Le 17 mars, la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU choisit l'option de l'intervention militaire limitée. On sait quel état il sera fait de ces limites par la France. Jusqu'au bout, les moyens techniques français sont à l'œuvre pour achever la mission. Sur la route de Benghazi-Tripoli, l'Angleterre et la France interceptent les communications libyennes permettant de tracer les unités loyalistes en déroute. Hugo Chavez, autre trublion de la gauche anti-américaine, offre d'accueillir Kadhafi, mais celui-ci décline. Il mourra sur le pont. Il est repéré avec sa suite à Sirte, sa ville natale, puis au cours de sa fuite au sein du convoi. Son exécution, passée grossièrement pour un lynchage populaire,
a été demandé la veille par un coup de téléphone du Pentagone à la DGSE. Washington et Paris sont bien d'accord pour considérer qu'il est inutile qu'un tel homme soit jugé. C'est un drone américain qui repère le convoi et 2 avions français Mirage qui l'interceptent. 2 bombes stoppent le convoi et les Français préviennent une unité rebelle d'aller faire le sale boulot. L'après-Kadhafi devient rapidement un chaos mafieux digne d'un mauvais scénario hollywoodien. En embuscade de la situation, les frères musulmans tirent leur marron du feu. Ce sont eux qui tissent les nouvelles mailles du pouvoir. Ils ont le Parlement, tandis que le pays est officiellement tenu par le Premier ministre Ali Zeidan, ex-membre du CNT, dont la vassalité apparaît sans artifice lorsque Zeidan lui-même est enlevé quelques heures par un groupe d'islamistes proches des frères, retenu dans un commissariat alors que la foule fait pression dehors pour sa libération. Après cet avertissement, il est définitivement déchu de ses fonctions par le Parlement en mars 2014. Abdallah El-Teni prend la suite, avant de se rendre compte lui aussi de l'inanité totale de son pouvoir.